Ceci étant dit, j'ai le plaisir de présenter notre conférencière principale ce matin, la docteure Maria Van Kerkhove, qui va nous parler du passé, du présent et de l'avenir ou du futur de la surveillance. La docteure Van Kerkhove est bien connue de nous tous qui suivons les événements au niveau de l'OMS pendant la pandémie, était responsable technique de la réponse à la COVID. Elle est également spécialiste des maladies infectieuses et des nonos, ou zoonoses plutôt, responsable technique du MERS-CoV au sein du programme d'urgence sanitaire de l'OMS. Elle s'intéresse principalement aux zoonoses, aux virus respiratoires et aux virus émergents et réémergents tels que la grippe aviaire, le MERS-CoV, Ebola, Marburg, la peste et Zika. C'est quelqu'un qui est depuis longtemps associé à la promotion de sérosurveillance. Elle a travaillé depuis longtemps avec des Canadiens. Et, cher docteur Van Kerkhove, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous ce matin. À vous et au plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vérifier? Vous m'entendez clairement? Très bien. Merci beaucoup et merci de cette occasion de participer virtuellement à cette réunion. J'apprécie beaucoup. J'aurais bien aimé être là en personne. Ça fait un moment depuis que je suis au Canada, la dernière fois. Je vais donner un bref survol d'une partie du travail que nous faisons en matière de sérosurveillance et en particulier des études précises que nous avons appelées par bien des noms sur le temps. Bon, la surveillance améliorée, l'aide de l'épidémiologie pour répondre à un certain nombre de questions. Alors, bon, nous travaillons sur comment mieux nous préparer, améliorer notre état de préparation en tirant des leçons à l'OMS de toutes les éclusions et autres événements qui se sont déroulés par le passé. En 2010-2011, beaucoup d'entre nous dans le monde se sont réunis pour parler des défis que nous voyons au niveau de la sérologie, de l'épidémiologie de la grippe et surtout la grippe aviaire. Pendant une année, à peu près, plusieurs d'entre nous, finalement environ 200 personnes, ont établi ce que nous avons appelé le consortium pour la normalisation pour la sérologie de la grippe aviaire. L'idée étant de voir un partenariat de personnes dans divers organismes qui travaillaient sur la grippe. On se posait beaucoup de questions sur l'utilisation double, le H1N1, et une étude ou un document avait circulé pour nous dire qu'il y avait des millions d'infections que nous ne connaissions pas dans le monde. Beaucoup d'entre nous nous sommes dit ce n'est pas possible, d'après les données que nous avons vues à partir des études en séroépidémiologie. Mais le problème pour les méta-analyses à l'époque était que les méthodologies n'étaient pas les mêmes. Ils ont été faits avec des essais différents. Les échantillons étaient prélevés à des moments différents et on n'a pas pu les combiner à cause de l'hétérogénéité des études elles-mêmes. Nous avons lancé Concise et nous avons mis sur pied deux groupes de travail, le groupe EPI, épidémiologie, j'étais au Collège impérial au début. Ensuite, je suis allé à l'Institut Pasteur et maintenant je suis à l'OMS. Et nous avons créé un groupe de laboratoire dirigé par deux collègues du Royaume-Uni. Ce que nous avons fait pendant plusieurs années, c'est que nous avons développé une série de protocoles qui pouvaient être utilisés, un protocole générique. Je vois que Olaf vient d'allumer son écran, il fait partie de Concise depuis le tout début. Nous avons mis au point ces protocoles qui pouvaient être utilisés dans différents sites d'études, si bien que quand les études étaient étudiées, on pouvait comparer des pommes à des pommes au lieu que des pommes à des oranges, si vous voulez. Bon, on a adopté ça pour la grippe, au MERS aussi, après que le MERS a été apparu en 2012.
pour le Zika en 2017 et ensuite pour la grippe, pour l'influenza et de nouveau pour la COVID. Et maintenant, nous sommes dans une nouvelle étape d'utilisation de ces protocoles. Alors, c'est un travail de longue haleine pour nous qui participons à cet effort depuis 13 ou 14 ans maintenant. L'objectif des Concise, et je les affiche parce que nous sommes en train de réviser Concise et nous vous invitons à être le plus nombreux possible à maintenir ce réseau qui travaille sur la grippe et maintenant la COVID, un groupe de professionnels et de conseillers qui peuvent travailler avec nous pour mieux comprendre le rôle de la sérologie en grippe. Et nous allons étendre ça aux pathogènes respiratoires. Nous voulons que ces protocoles servent en cas de pandémie ou d'épidémie. Bon, en de paix est un terme que je ne veux plus utiliser. Je ne pense pas que ça existe, mais on veut que ces protocoles existent pour qu'on puisse développer des données qui peuvent nous aider à comprendre l'évolution des choses. Nous avons convoqué une réunion en novembre. Plusieurs d'entre vous étaient là. Et si vous voulez participer, communiquez avec nous, s'il vous plaît. Voici quelques-unes des institutions avec lesquelles nous travaillons. Nous voulons élargir la liste. Les activités ont été de proposer des pratiques exemplaires pour normaliser les études, surtout au niveau de la grippe, mais aussi beaucoup d'autres pathogènes. Et pour aider les pays qui voulaient faire ces études, soit en adaptant le protocole au contexte ou leur mise en œuvre, ou la rédaction des résultats et leur publication. Nous avons développé des matrices, des questionnaires, des recommandations sur des études qui devaient être faites à tel moment, selon tel objectif dans le contexte. Nous avons adapté les outils pour les contextes locaux et les situations spécifiques. Nous avons émis des recommandations sur les mises en œuvre et nous avons travaillé avec les laboratoires pour que on utilise les bonnes techniques de collecte et pour la rédaction des rapports. Bon, le groupe de travail sur la sérologie devait coordonner la réponse, développer des mécanismes pour générer rapidement des résultats, des normes internationales pour permettre la comparaison entre différents laboratoires, établir un réseau de laboratoires et étudier l'utilité des nouveaux essais sérologiques. Il est important de travailler sur le côté laboratoire. Le côté épidémiologique est beaucoup plus simple que ce qui se passe du côté des laboratoires. On a développé des protocoles pour la grippe. On a lancé des études de cohorte longitudinale, des études croisées ou transversales plutôt, des études auprès des ménages pour la grippe pandémique et un protocole pour l'influenza zoonotique qui portait sur les contacts proches pour la grippe aviaire. Nous avons adapté les protocoles à la Zika, le virus Zika, parce qu'il était essentiel que nous étudions la sérologie pour ce pathogène très important qui était un sujet de préoccupation internationale. Nous voulions être certains de regarder les bonnes populations, les mères et leurs enfants, et surtout dans le temps, nous voulions suivre les femmes et leurs enfants dans le temps. Ça a été une très bonne collaboration. Plusieurs protocoles ont servi pendant des années et le travail là-dessus se poursuit. Une méta-analyse est en cours des études de cohorte des femmes et des nouveau-nés dans le temps. Nous voulions simplement démontrer que ce n'était pas important que pour la grippe, mais que l'épidémiologie sérologique et la standardisation des protocoles étaient importants pour d'autres pathogènes que le Zika. Ensuite, on a adapté ça au MERS. Bon, ça ressemble beaucoup à la grippe, mais il fallait comprendre l'ampleur de l'infection et c'est une infection relativement rare, le MERS. Nous avons eu
des situations pneumocosmésiales dans les établissements de santé et ça a servi au Qatar, au Moyen-Orient, en Irak, en Iran, au Pakistan. On les a adaptés en Afrique aussi. Ce qui est très important parce qu'il y a différents virus, MERS-Covid, MERS-CoV plutôt, et les protocoles nous aident à comprendre l'ampleur de l'infection quand les autres données de surveillance sont assez limitées. Une chose sur laquelle je voulais attirer votre attention ici, à l'époque, nous considérions ces types d'études comme étant des enquêtes d'éclosion et une surveillance améliorée. Je le mentionne parce qu'en 2014 et 2016, l'éclosion d'Ebola en Afrique a attiré beaucoup d'attention sur ce type d'études et certains les ont classées comme étant des études de recherche, ce qui a déclenché une cascade d'approbation de CER, donc des problèmes d'éthique. Je vais être clair que nos protocoles, surveillance avancée ou recherche, ont un volet de consentement éclairé et des exigences pour l'approbation selon le contexte local. Mais j'ai trouvé très intéressant que certains établissements ont dit « Ah, n'appelez pas ça recherche, mais plutôt surveillance améliorée ». Bon, ces protocoles que nous appelons maintenant les protocoles Unity, dans le cadre d'une série d'outils que les pays doivent utiliser pour couvrir la surveillance, la définition des cas, les formulaires de signalement, des enquêtes spécifiques pour cerner les infections dans tel cas. On regarde les protocoles qui évaluent l'impact des interventions jusqu'aux essais cliniques. J'utilise cette diapo depuis des années pour montrer tout l'éventail d'activités sur lesquelles les pays doivent se concentrer pour faire des recherches sur les pathogènes à potentiel épidémique. Bon, on a publié, il ne fallait pas se limiter au protocole, mais publier les articles scientifiques pour qu'on puisse y avoir accès. On a publié la déclaration ou l'énoncé Rose sur la publication. Que les études soient faites ou non, selon une approche normalisée, la qualité de la publication variait, même si les études se faisaient, mais dans les publications, on ne savait pas nécessairement quelles étaient les méthodes. On voulait énoncer quelque chose sur la manière de publier ou de rendre public pour que les gens qui utilisaient l'information comprennent bien les méthodes employées. Bon, en 2020, nous avons développé quelque chose pour le nCoV, l'nCovid, ce n'était même pas le SARS-CoV. Bon, pour les premières personnes malades et leurs contacts, on a fait un premier protocole et il y a une étude sur la transmission au niveau des ménages tout de suite après. Dans les protocoles, on avait même de l'information qui a changé le moment choisi pour inclure l'exposition au contact, parce qu'on voulait obtenir de l'information sur l'exposition avant la manifestation des symptômes, parce que nous avons su assez tôt en Chine que des gens avaient un résultat positif au PCR avant d'avoir des symptômes. Et ça nous a aidé à comprendre et à énoncer les paramètres épidémiologiques. Voici tous les protocoles que nous avons développés pour le SARS-CoV-2 pendant la pandémie. Et nous les avons appelés des études Unity parce qu'il y a eu des essais Solidarity qui étaient en cours. On voulait les distinguer qui portait surtout sur les vaccins par rapport au protocole d'études Unity qui regardait la séroépidémiologie. Et ça a vraiment décollé avec Isabelle Bergerie qui travaille avec moi dans le cadre de nos activités sanitaires et de réponse d'urgence, beaucoup dans les bureaux régionaux, au siège de l'OMS et beaucoup d'entre vous. Les protocoles ont été massivement suivis à l'échelle internationale. Fin décembre 2021, 103 États membres avaient commencé à mettre en œuvre au moins une étude alignée sur nos protocoles. Et nous sommes très fiers du fait que plus de la moitié étaient de pays à faible et moyen revenu.
zéro étude épidémiologique a été fait dans ces pays. Non seulement c'est des pays à faible et moyen revenu, mais certains aussi, des études ont été réalisées en milieu ou en situation humanitaire, chose dite impossible. Bon, c'est quelque chose que nous voulons maintenir, les capacités nécessaires à la réalisation d'études épidémiologiques, et ça comprend des essais moléculaires, le séquençage, si c'est possible, et les données restent locales, appartient aux chercheurs et est utilisée par les chercheurs locaux. Nous avons pu travailler avec les gens dans les pays qui utilisent ces protocoles pour faire des méta-analyses régionales et internationales. Nous avons aussi Zero Tracker au Canada qui les suit avec un tableau de bord qui est une marque partagée avec l'OMS maintenant pour suivre la séroprévalence de SARS-CoV-2, ce qui a accéléré le processus de publication et nous permettre de regarder la situation dans le monde et savoir où s'effectuer des études de séroprévalence. Je le mentionne parce que c'est resté critique pour le SARS-CoV. On a regardé la prévalence et l'immunité dans le temps. Ça fait partie de notre réponse et nous sommes en transition de mode de crise à gestion de crise à plus long terme. Nous voulons que les pays puissent calibrer leur réponse et maintenir leur capacité. La séroépidémiologie et l'utilisation de ces protocoles en fait partie. Et nous sentons que ces capacités qui sont maintenant utilisées globalement peuvent être utilisées à l'avenir aussi. Nous voulons maintenir et montrer l'utilité. Et ça, c'est une diapo qui montre différents types d'activités de séroprévalence. Séroprévalence en bas à droite. Et bon, il y a la sérosévérance, c'est un aspect critique de notre compréhension de la circulation des pathogènes. On peut s'en servir pour les virus au-delà des pathogènes respiratoires. Voici une diapo que j'utilise souvent pour parler de l'état de préparation. Le travail sur la séroépidémiologie couvre plusieurs des éléments. Certains sont soulignés en rose, mais bon, il fallait travailler avec les communautés pour pouvoir effectuer les études, pour donner des résultats aux communautés à des fins d'action, pour que les entités locales puissent prendre des décisions sur le contrôle des maladies, jusqu'à jusqu'aux politiques de vaccination à l'échelle mondiale. Maintenant, nous regardons ce que nous avons fait et nous mettons à jour tous nos matrices de protocole en fonction de nos expériences avec la COVID depuis 4 ans. Et nous attendons tous les protocoles pour les pathogènes respiratoires en général, parce que le prochain pathogène X pourrait être respiratoire. Mais on le met à jour pour la grippe, pour le COVID et pour le MERS. Bon, nous avons un site web avec tout ça maintenant. Vous voyez, vous pouvez regarder les protocoles accompagnés de questionnaires. C'est assez détaillé. Nous accueillons avec enthousiasme toute réaction ou commentaire. Bon, je dois mettre à jour ma biographie parce que maintenant je suis directrice par intérim de notre département de prévention et de préparation épidémique et pandémique qui porte sur la variole simienne et toute une série de virus. Parce que ce que nous avons fait en COVID nous aide à préparer pour l'avenir. Ici, on a un risque de pathogènes qui pourraient s'échapper. Il y a 18 pathogènes et des virus et des bactéries qui nous permettent de mieux nous préparer en améliorant les activités de surveillance, en utilisant des capacités en PCR avancées, en affinant les algorithmes, en différenciant nos diagnostics. Et si nous allons faire de la sérologie, il serait peut-être bon de penser à des populations hautement exposées et faire une sérologie à pathogènes multiples. Ce type de cartographie peut donc nous aider à dire nous avons pensé à ces pathogènes, mais ces autres n'étaient pas au radar. Nous avons eu des discussions préliminaires sur les possibilités de faire de la sérologie sur des pathogènes multiples. C'est un gros effort
Donc, il faudra peut-être ne plus travailler que sur un seul pathogène. C'est important pour les virus. La dengue se propage, par exemple. Et le changement climatique est un autre variable. Ces cartes vont être modifiées. On va regarder la répartition des vecteurs entre le nord et le sud, par exemple. On va faire des mises à jour selon El Niño et la Niña. On va regarder les tendances en matière de mode de vie et ainsi de suite. Vous avez été nombreux à contribuer. Merci. Il reste beaucoup de travail à faire. Nous voulons étendre ça aux pathogènes avec un potentiel épidémique ou pandémique, des maladies portées par les rongeurs, transportées par le sang, et ainsi de suite. Bon, on a maintenu l'élan de Concise. J'aurais dû retirer cette diapo, mais nous avons essentiellement décidé de maintenir Concise. Si vous voulez participer, sa réussite dépend des gens qui y participent. Participez, s'il vous plaît, et merci à toutes ces personnes qui y ont participé depuis le temps. Voilà, merci. À vous. Merci beaucoup, Maria. C'est un excellent début pour notre journée. C'est toujours bon de jeter un regard en arrière et de se sentir humble en regardant l'histoire, les gens qui ont eu leur première expérience en pandémie et qui ont travaillé à la mise sur pied de systèmes de surveillance. Bon, peut-être c'est important de voir ce qui s'est passé et surtout l'effort Concise. C'est bon de voir que Concise est encore bien en vie et qu'on commence maintenant à travailler sur d'autres pathogènes préoccupantes et éventuellement des évaluations multipathogènes dans le contexte d'un monde qui n'est plus en paix, comme vous avez dit.